Alors, physiologie de l'audition. Donc l'oreille humaine est constituée de 3 parties. On a une oreille externe, une oreille moyenne et une oreille interne. Pour l'oreille externe, c'est un véritable capteur des ondes sonores qui va assurer une conduction aérienne. L'oreille moyenne, c'est le milieu de la conduction aussi, c'est une conduction ossiculaire. On a une chaîne d'osselets, marteau, enclume et étrier. Ces osselets-là vont assurer une amplification, une vibration, une amplification des ondes sonores pour les transmettre à l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, bien évidemment, on a c'est un espace liquidien, on a de l'endolymphe et de la périlymphe, c'est des liquides. Donc, on va avoir une conduction plutôt liquidienne qui va stimuler l'organe de Corti, l'organe de l'audition, pour assurer bien sûr une transduction et une naissance, ou bien on va générer un potentiel d'action qui sera véhiculé par le nerf cochléaire, donc la branche cochléaire du nerf 8, voilà, qui sera transmis jusqu'au centre de l'audition. Donc la vitesse du son, elle est de l'ordre de 332 mètres par seconde à 0 degré. Donc l'audition, c'est comme si un phénomène ondulatoire, parce qu'on a des ondes, bien évidemment, donc c'est un phénomène ondulatoire. On a une amplitude. L'amplitude, c'est l'intensité qui est calculée en décibels. Lorsque le son il est fort, l'amplitude va augmenter. Lorsque le son est faible, l'amplitude va diminuer. Donc là, pour donc l'audition, on a des notions, bien des constantes qui sont très importantes. On a l'amplitude, on a la fréquence et on a le son. On va parler de ces 3 constituants. On a donc pour le son, lorsqu'il est aigu, on dit que la fréquence elle est élevée, et lorsque la fréquence elle est basse, le son il est grave. Vous voyez donc la relation entre ces 4-là, ces 3-là. Alors là, la perception des fréquences humaines, donc l'oreille humaine va percevoir les ondes qui sont situées entre ces 2 valeurs de fréquence, entre 16 Hz et 20 000 Hz. Donc ça, c'est la plus aiguë, la plus élevée. On a dit que la plus élevée va donner un son plus aigu. Et lorsque la fréquence elle est plus basse, le son sera plus grave. Voilà. L'oreille humaine, elle est surtout sensible aux fréquences qui sont situées entre 2000 et 500 Hz. Voilà. Alors, la fréquence, lorsqu'elle diminue à 20 Hz, on dit que là, on a des infrasons. Et lorsqu'elle est supérieure à 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz, on a plutôt des ultrasons. Le son, il devient gênant à partir de 120 décibels. Là, on parle de l'amplitude, décibels. On ne parle pas de la fréquence. Le son, il est douloureux lorsqu'il est égal à 130 décibels. Le bruit les bruits de circulation, ils sont aux alentours de 60 décibels. Le chuchotement, il est entre 20 et 40 décibels. Et la parole normale, lorsqu'on parle, la fréquence, elle est située entre 85 Hz et 7 kHz. Voilà, donc ça, c'est juste en général, c'est des notions qui sont comme ça à apprendre normal. Il n'y a pas une explication à faire sur ces notions. Donc là, on va commencer la physiologie proprement dite. Donc on a dit que tout d'abord, on a une conduction aérienne assurée par le conduit auditif externe qui va arriver au niveau du tympan, va faire vibrer les osselets qui vont eux-mêmes faire vibrer la fenêtre ovale qui leur permettre de communiquer avec l'oreille interne. Donc là, on va avoir une conduction liquidienne. Donc là, on a fait vibrer la fenêtre ovale qui va faire générer des ondes de pression sur la rampe tympanique. Il faut savoir que l'organe de l'oreille interne, elle va assurer une fonction de l'audition et une fonction de l'équilibration. La fonction de l'équilibration, elle est assurée par le vestibule. La fonction de l'audition, c'est notre sujet, donc est assurée par la cochlée. La cochlée ou bien le limaçon, qui est divisé en 2 parties par une lame spirale.
qui va la diviser en deux parties. Une rampe tympanique et une rampe vestibulaire. Et entre les deux, on a une rampe médiane. La rampe tympanique donc, et la rampe vestibulaire contiennent de la périlymphe. La rampe médiane, elle contient de l'endolymphe. Donc, et au niveau donc, de la rampe médiane, on a l'organe de l'audition qui est l'organe de Corti. Donc là, on a fait des ondes de pression sur la rampe tympanique, la rampe vestibulaire. Il faut savoir que ces deux rampes, c'est des rampes qui ne s'ouvrent pas, c'est des rampes toujours fermées. Donc, il y a une pression à l'intérieur. Cette vibration va faire une pression à l'intérieur de ces rampes, ce qui va vibrer les membranes qui entourent ces deux rampes. Pour la rampe tympanique, la rampe vestibulaire, on a la membrane basilaire et la membrane de Meissner. Et la vibration de la membrane basilaire va faire vibrer les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Et les cellules ciliées externes et internes sont situées dans l'organe de Corti, avec l'organe de Corti, et donc leur vibration va faire vibrer la membrane tectoriale parce qu'elle est située au-dessus de ces cellules, située en haut de ces cellules. Donc ils vont faire vibrer, leurs cils vont faire vibrer la membrane tectoriale qui va stimuler l'organe de Corti. Et donc on aura un potentiel d'action qui sera véhiculé par la branche cochléaire du nerf auditif numéro 8. Voilà, le nerf 8. Voilà. Alors, le codage de l'intensité sonore. Donc ça, c'est des notions de base normales. Donc le codage de l'intensité sonore, comment on le fait? Donc c'est le nombre de potentiels d'action par seconde. Le codage de la fréquence sonore, c'est l'espace membranaire ou bien la vibration, où la vibration elle est maximale. C'est à ce niveau qu'on va trouver la fréquence sonore. La détermination de la direction du son, elle est binaurale, c'est-à-dire pour savoir le son, où est-ce qu'il provient, la direction du son, il faut que les deux oreilles s'impliquent. C'est-à-dire, on va percevoir ça avec les deux oreilles et pas une seule oreille, c'est-à-dire les deux oreilles en même temps. Alors, ici aussi, donc on a la membrane basilaire. On a dit que au niveau de la base de la cochlée, la membrane basilaire, elle est plus large et plus flexible, ce qui va donner un son grave avec une fréquence basse. Et donc la fréquence basse va faire, donc là j'ai donc la membrane basilaire, elle est plus large et plus flexible. À ce niveau, donc les fréquences qui sont très basses vont engendrer une vibration maximale. Pour l'apex de la cochlée, la membrane basilaire, elle est plus étroite et plus rigide. Le son, il est aigu à ce niveau. Donc, la fréquence donc la fréquence qui est très élevée ici, donc la haute fréquence, va engendrer, elle, une vibration maximale. Ici, c'est la fréquence basse qui va engendrer la vibration maximale, mais ici, c'est la fréquence haute qui va engendrer une vibration maximale de la membrane basilaire. Alors, les voies nerveuses auditives, donc la branche cochléaire, donc c'est comme ça le trajet qui se fait. Donc on a tout d'abord la branche cochléaire qui va passer par plusieurs relais avant d'arriver au cortex auditif. On a les noyaux cochléaires, ensuite on a l'olive supérieure, on a médiane et latérale, on a le noyau du lemnisque latéral, ensuite le colliculus inférieur, le tubercule quadrijumeau postérieur, qui va traiter le son porteur d'une signification biologique, comme le langage bien évidemment. Il va traiter l'information qui contient la parole, tout simplement. Ensuite, on a le corps genouillé médian. Et à la fin, on a le cortex auditif primaire et secondaire. Et c'est à ce niveau qu'il va y avoir le traitement définitif de l'information. Parce que donc tous les relais vont traiter un petit peu l'information. Donc voilà, j'ai mis tout le rôle de chaque noyau, de chaque relais. Mais à la fin, c'est le cortex auditif qui va déterminer cette information. Voilà. Alors, pour les réflexes et les voies descendantes, donc on a des réflexes et des voies descendantes pour la protection de l'appareil auditif. On a des réflexes, comme le réflexe ossiculaire, c'est-à-dire assuré par les osselets, qui va agir sur le muscle tenseur du tympan et le muscle stapédien pour empêcher de trop fortes vibrations au niveau du tympan grâce aux nerfs trijumeaux, le 5 et le 7 facial. Donc ces nerfs-là vont innerver le muscle tenseur du tympan et le muscle stapédien. Donc lorsqu'il y a une forte vibration, ils vont inhiber les muscles tenseurs du tympan et le muscle stapédien pour diminuer les fortes vibrations, bien sûr, pour protéger l'appareil auditif. On a les voies descendantes
qui provient du cortex. On a une voie cortico-olivo-cochléaire, c'est-à-dire elle va passer par le cortex, l'olive et arriver au niveau de la cochlée. Donc cette voie, elle va cibler les cellules ciliées externes parce que ce sont les cellules amplificatrices qui amplifient les ondes sonores, qui amplifient le son, c'est-à-dire elle le rend plus fort. Donc cette voie va cibler ces cellules en cas de forte vibration, en cas de donc on voit qu'il y a un danger sur l'appareil auditif, on va venir pour les inhiber en quelque sorte. Alors les hypoacousies, donc c'est la diminution de l'acuité auditive. On a hypoacousie de transmission lorsqu'elle touche, donc la lésion elle est située au niveau de l'oreille externe et l'oreille moyenne. Et lorsque l'hypoacousie elle est de perception, donc la lésion elle est située au niveau de l'oreille interne et les voies nerveuses. Et on a aussi une surdité mixte, c'est-à-dire une hypoacousie et de transmission et de perception. Donc on arrive au dernier cours, donc le cortex cérébral et le sommeil. Donc, le cortex cérébral, c'est l'écorce cérébrale, c'est la zone périphérique de notre cerveau qui est formée par une substance grise. Et donc, c'est le centre de la motricité volontaire, de la mémoire, de vigilance, et plusieurs fonctions. Donc, elle est formée par 6 couches. On a une couche moléculaire, on a une granulaire externe réceptrice, une pyramidale externe effectrice, une granulaire interne réceptrice, pyramidale interne effectrice, et on a une polymorphe. Et j'ai vu qu'il y avait un QCM par rapport à la couche pyramidale. On nous demandait quelle est la couche qui assure donc la voie effectrice. Et bien évidemment c'est la couche pyramidale. Alors le sommeil, donc il est assuré par en 3 à 6 cycles successifs, et chaque cycle il va durer 90 minutes. Donc le sommeil il est caractérisé par une diminution de la conscience et de la vigilance, et une diminution du tonus musculaire, une perception sensitive partielle, on va perdre notre sensibilité partiellement bien sûr, et il va influencer notre santé. Par exemple, notre santé, l'obésité, l'appétit, voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et un cycle est formé par un sommeil long plus un sommeil paradoxal. Le sommeil long, lui-même, il va se diviser en un sommeil long léger, long profond. Voilà. Pour le rythme veille-sommeil, donc c'est le rythme circadien qui va durer 24 heures, notre rythme normal, horloge biologique. Il va dépendre de notre horloge biologique interne qui est elle-même décrite dans le patrimoine génétique. C'est-à-dire elle est différente. Chaque individu il est différent. L'horloge biologique interne. On a le noyau suprachiasmatique et on a la mélatonine épiphysaire qui est sécrétée lorsque la nuit tombe, lorsqu'il n'y a plus de lumière. La rétine va lui envoyer des informations à l'épiphyse, et donc l'épiphyse va sécréter la mélatonine pour activer le centre du sommeil. Et le sommeil, il va surtout arriver lorsque la température du corps va diminuer. Donc lorsque la température du corps va diminuer le plus possible dans la journée, elle est retrouvée pendant le sommeil. Donc la température la plus basse, elle est retrouvée pendant le sommeil. L'endormissement, c'est un processus, donc il est assuré par un processus circadien, un processus homéostatique. C'est la pression, il s'agit de la pression, on a bien expliqué ça. Donc la pression, c'est lorsque le sommeil précédent ne s'est pas bien passé, le sommeil précédent ne s'est pas bien passé, et le jour suivant, donc on va avoir une pression, c'est-à-dire on va avoir envie de dormir, une envie très importante de dormir. C'est ça le processus homéostatique, c'est toujours pour garder l'équilibre. Et on a aussi l'accumulation de l'adénosine, car l'adénosine, elle provient de l'ATP et elle va protéger notre cerveau en ralentissant nos activités nerveuses, et elle facilite entre autres l'endormissement. Donc c'est ça, l'accumulation de l'adénosine aussi va activer l'endormissement. Et bien sûr, on sait tous que la caféine, elle agit contre la somnolence, c'est en bloquant les récepteurs à l'adénosine. Voilà.
Alors, pour le sommeil, donc on a dit qu'on avait un sommeil long et un sommeil paradoxal. Le sommeil long, il est représenté par des ondes lentes sur l'EEG, pardon, l'électroencéphalographe. Donc on a 3 phases, une phase de transition, une phase de sommeil léger et une phase de sommeil profond, où on va trouver des ondes de grande amplitude et de faible fréquence. Le sommeil paradoxal, donc on va trouver une activité cérébrale proche de celle de la phase d'éveil, c'est-à-dire le cerveau il est actif pendant le sommeil paradoxal. On l'appelle aussi une période REM, c'est-à-dire Rapid Eye Movement, parce que on va voir que on a trouvé que le globe oculaire sous les paupières il va bouger, donc les yeux vont bouger, vont présenter des mouvements très rapides, mouvements oculaires très rapides sous la paupière. Le tonus musculaire, il est abouli complètement. À l'inverse du sommeil lent, parce que le sommeil lent, voilà, donc ça c'est les caractéristiques du sommeil lent. La consommation de l'oxygène va diminuer, le métabolisme cérébral va diminuer, le tonus musculaire va diminuer, mais il reste encore partiellement. Par contre, pour le sommeil paradoxal, le tonus musculaire, il est complètement aboli. On a une fluctuation des rythmes respiratoires et de la pression artérielle, et c'est à ce niveau qu'il va y avoir la production des rêves les plus intenses et dont on se rappelle le plus. C'est-à-dire, lorsqu'on se réveille, on va se rappeler des rêves qui ont été produits pendant le sommeil paradoxal. Alors, le sommeil, il varie d'un individu à l'autre, mais le sommeil profond reste relativement constant. Et c'est là qu'on va parler de la notion des petits dormeurs et des grands dormeurs. Il y a des gens qui dorment beaucoup, il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup, mais il faut toujours garder en tête que le sommeil profond, il va rester relativement constant. C'est-à-dire toutes les personnes ont presque la même durée du sommeil profond. Par contre, le sommeil léger et le sommeil paradoxal vont varier. Voilà. Le système impliqué dans le sommeil, qui va activer le sommeil, on a le système GABAergique de la zone ventrale de l'aire préoptique. On a la cortistatine et la galanine. C'est des substances qui vont activer le sommeil. Le système activateur de l'éveil ascendant, c'est un système ascendant qui provient des noyaux du raphet, vont sécréter la sérotonine, du locus coeruleus qui va sécréter la noradrénaline. On a les tegmentum ponti qui va sécréter de l'acétylcholine. Et on a la substance grise périaqueducale ventrale qui va sécréter la dopamine. Et on a les noyaux tubéro-mammillaires qui vont sécréter de l'histamine. Donc toutes ces substances qui sont sécrétées par les noyaux, ces noyaux-là, vont activer le système de l'éveil pour se réveiller, pour stopper le sommeil. La bascule éveil-sommeil, c'est un modèle d'interaction inhibitrice réciproque. Ce système va inhiber ce système et ce système va inhiber ce système. C'est pour ça qu'on dit qu'il est réciproque. Avec l'hypocrétine qui est un facteur stabilisateur. Va stabiliser, va assurer donc l'équilibre et la stabilisation entre ces interactions inhibitrices. On va finir avec les troubles du sommeil. Donc, on a des troubles primaires et des troubles secondaires. Pour les troubles primaires, on a des troubles qui sont intrinsèques, extrinsèques et des parasomnies. Pour l'intrinsèque, c'est lorsqu'on a des troubles psychologiques, lorsqu'on a par exemple une anxiété, on a donc la somnolence diurne, on dit c'est la narcolepsie, et on a l'apnée de sommeil, c'est lorsqu'on a un arrêt de respiration pendant le sommeil. Ça concerne surtout bien sûr les personnes ou bien les sujets obèses. Pour les troubles extrinsèques, c'est-à-dire la cause elle est extrinsèque, on a des troubles du rythme circadien. C'est lors des voyages intercontinentaux, on a bien expliqué ça. Par exemple, si l'on voyage de notre pays au Japon, donc on n'a pas les mêmes horaires, donc là on va un petit peu déséquilibrer notre rythme circadien. Le syndrome hypernictéméral des aveugles, donc les aveugles n'ont pas cette notion de lumière, n'ont pas des rayons lumineux qui vont traverser la rétine et tout. Non, ils n'ont pas ça. Donc ils ont comme si leur nictémère il est plus lent que le nôtre. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre et un trouble du sommeil. Ils dorment beaucoup, voilà. Les parasomnies, c'est des troubles qui se passent pendant le sommeil. On a le somnambulisme, c'est lorsqu'on parle
pendant le sommeil, plutôt c'est lorsqu'on marche pendant le sommeil. La somniloquie, c'est lorsqu'on parle pendant le sommeil. L'énurésie, c'est la perte des urines pendant le sommeil. Le bruxisme, c'est lorsqu'on craque nos dents pendant le sommeil, toujours. C'est des parasomnies. Les troubles secondaires, ils sont secondaires à quelque chose, à des troubles, des pathologies psychiatriques, comme la dépression, la psychose, des pathologies neurologiques comme les épilepsies, les céphalées, des pathologies générales comme l'asthme aussi, c'est un trouble respiratoire. On a ici le syndrome des jambes sans repos de Willis et Ekbom. Comment on explique ce syndrome? Donc c'est le besoin de bouger les jambes pendant le sommeil. C'est-à-dire les jambes ne seront pas du tout en repos. C'est pour ça qu'on dit c'est le syndrome des jambes sans repos. Ils se reposent pas. C'est toujours, on les bouge toujours pendant le sommeil. C'est qui va provoquer un trouble du sommeil. Ce qui va aussi donner des sensations désagréables aux membres inférieurs. Donc voilà, ça c'est en général les troubles. On a primaire, secondaire, voilà, intrinsèque, extrinsèque, voilà, psychologique. Donc il y a une différence entre psychologique ici et psychiatrique. Là c'est des pathologies, dépression, donc c'est plus pathologique. Mais là ici c'est des psychologiques, psychologiques, psychiques comme on dit. C'est l'anxiété, une fatigue, voilà. La somnolence diurne, c'est le besoin impérieux, c'est-à-dire un besoin irrépressible de dormir, même pendant la journée. Elle est associée à la narcolepsie. Voilà. Donc, on arrive à la fin. C'est la fin de cette révision générale. Donc, je vous le rappelle et je le redis à nouveau que ce résumé ne remplacera jamais le cours officiel, bien évidemment, de notre professeur. Donc, moi, je voulais juste aider, même si une seule personne, ça serait un grand plaisir pour moi. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous sera utile. Et donc voilà, c'est la fin. Donc je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser toujours. Donc je vous dis merci pour votre attention et bonne révision. Voilà.